Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission hebdomadaire Plein Feu. Ce soir, nous allons parler de la politique, du dialogue, de la cohésion sociale. Et j'avais invité pour vous deux invités, dont Madame Nan Cheikh Nour Mohamed Laqwav, qui est membre du comité permanent du Rassemblement des forces démocratiques, ancienne députée. Bonsoir. Et je rappelle, chers téléspectateurs, que mon deuxième invité a renoncé à cette invitation en des diverses excuses pour son refus. Enfin, il n'assistera pas à cette émission. J'avais invité quelqu'un de l'Union de l'UPR, l'Union pour la République, et il s'est excusé, comme je viens de vous le dire. Voilà, donc bonsoir, bonsoir Madame la députée. Donc l'émission normalement est partie pour durer 56 minutes. Comme vous êtes ma seule invitée, on va essayer de faire en 30 à 35 minutes. Voilà, donc on va parler du plan de la situation du pays, plan politique, économique, moral, tout, conditions de vie, niveau social, plan sécuritaire. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez d'abord de la situation actuelle du pays, vous, au niveau du Rassemblement des forces démocratiques? D'abord, je voudrais vous remercier pour avoir bien voulu m'inviter à cette émission qui va nous permettre de transmettre un peu notre discours et notre point de vue aux populations. Et je regrette que l'autre parti n'ait pas accepté de se présenter pour que les débats soient contradictoires et qu'ils puissent édifier vos téléspectateurs. Ouais. Je vous remercie de m'inviter à cette émission qui constitue l'un des rares espaces de liberté d'expression audiovisuelle aujourd'hui, car nous avons assisté à des interdictions de part et d'autre, un peu à Morabitoun, une émission intéressante qui a été suspendue. Et nous avons assisté aussi auparavant à la suspension de l'émission de Zaïd, radiophonique qui était très très suivie par les Mauritaniens. Ouais. Et nous constatons par là que l'espace d'expression audiovisuelle se rétrécit de plus en plus et que l'espace des libertés donc se rétrécit dans ce pays. Donc vous êtes parmi ceux qui pensent qu'il y a des pressions qui sont exercées sur les journalistes en Mauritanie? Évidemment, évidemment. Vous savez, ce pouvoir est arrivé avec un leurre, celui des libertés, celui de la démocratie, celui du pouvoir des pauvres, celui de la redistribution égalitaire et juste des biens de ce pays. Et malheureusement, tout cela s'est avéré un leurre, un trompe-l'œil. Et pourtant, vous êtes là quand même, vous êtes là en train de parler, vous êtes libre d'assister à des émissions. Oui, mais je crois qu'il y a une évolution. Je crois qu'il y a une évolution proportionnelle à la dégradation de la situation économique, sociale, politique. Et plus elle se dégrade, il y a un raidissement de ce pouvoir qui avait au début accordé quelques espaces pour tromper un peu l'opinion et pour miroiter une démocratie factice. Donc la situation aujourd'hui générale de la Mauritanie, vos détracteurs disent que tout va bien et vous dites exactement le contraire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Vous savez, dans toutes les dictatures du monde, on dit que tout va très très bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'aimerais simplement vous dire que la situation est inquiétante, elle est, à notre avis, extrêmement grave parce que si l'on se réfère à la situation économique, elle est inquiétante. Si on se réfère à la situation sécuritaire, elle est économique inquiétante. Comment? Ça veut dire quoi, le plan économique inquiétant? Je vais vous expliquer. Allez-y, voilà. Allez-y. Il se trouve qu'au cours des 5 dernières années ou 6 dernières années, la rente minière dans ce pays a été exceptionnellement élevée. Nous avons donc le pays a engrangé un revenu exceptionnel. Malheureusement, n'ayant pas eu la précaution de constituer des réserves prudentielles, n'ayant pas prévu que les prix, c'est élémentaire, que les prix qui sont fixés à l'échelle internationale ne dépendent pas de nous,
nous nous sommes trouvés devant une impasse économique puisque le prix du fer, vous le savez, il avait atteint 180 $ à une époque, la tonne, et il se retrouve aujourd'hui à 44-45 $ et la SNIM est notre véritable colonne vertébrale de notre économie, se trouve menacée, oui, mais menacée de liquidation, menacée de fermeture. C'est vous qui le dites, vous dites menacée, mais en fait la Mauritanie est bien réellement aujourd'hui quand même un paradis d'investissement, surtout dans le domaine minier. D'investissement? Bien sûr. Je suis désolé de vous dire que les sociétés qui étaient venues faire de l'exploration ici ou faire de l'exploitation se retirent une à une, et que celles qui restent, notamment celle qui produit de l'or, et a licencié à tour de bras, qu'elle est en train de resserrer toutes ses bases, et que tous les effets induits sont en train de s'arrêter. Mais c'est quand même grâce au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, que Kinross, on se rappelle un moment où on avait dans cet investissement que 3%. Cette époque-là, écoutez, c'est pas grâce à Ould Abdelaziz qu'il y a de l'or en Mauritanie. Non, mais c'est grâce à Ould Abdelaziz qu'on a plus de 3%. Et vous savez très bien de quoi on n'a pas du tout. Vous vous souvenez de cette époque où Kinross a donné 3% de son on n'a pas révisé, à ma connaissance, on n'a jamais révisé les accords pour avoir plus d'argent. Et quelle que soit la situation, il aurait été... Ce dont je parle maintenant, c'est la rente qui est rentrée. Oui, mais même s'il y a eu 3 ou 4%, ils ont été dilapidés, ils ont été détournés. Non, mais nous n'avons pas vu d'investissement. Non, je dis bien, on n'avait que 3% avant l'arrivée d'Aziz, quand même. Ce n'est plus le cas. Et d'ailleurs, dans ce sens, en fait, souvent, vous, au niveau des RFD, au niveau des FNDI, mais surtout au niveau des RFD, parce que là, vous êtes là en tant que responsable de ce parti politique, oui. En fait, on vous traite souvent, vous êtes en train de faire de la manipulation, en fait. Diaboliser un peu la situation, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Diaboliser? Oui. Je ne pense pas, parce que ce que nous le disons chiffre à l'appui. Vous savez, la moindre chose, c'est de... je ne crois pas que vous puissiez démentir que la SNIM est en difficulté. Personne ne peut le démentir. Enfin, le gouvernement... Elle est en difficulté, il y a eu des grèves énormes, elle a failli s'arrêter à un moment donné, tout le monde le sait. C'est une situation internationale. C'est une situation internationale, mais qui est consécutive. Si les prix ont baissé, c'est consécutif à une élévation de ces prix à un point où on aurait dû avoir suffisamment de liquidités et suffisamment de réserves pour prévoir que les prix ne dépendent pas de nous et qu'on aurait dû... Mais qu'est-ce que vous proposez? C'est au moins la mauvaise gestion. Qu'est-ce que vous proposez? D'autant qu'il n'y a pas eu d'investissement qui justifie l'envolement de toute cette manne qui est rentrée dans ce pays. On n'a pas vu de création d'emplois, on n'a pas vu d'investissement on continue à ne rien fabriquer dans ce pays, il n'y a aucune industrie, il n'y a aucune création d'emplois. Et donc, cet argent, l'opinion publique aujourd'hui, nous n'avons pas... le gouvernement n'ayant pas la transparence de nous dire à quoi il a utilisé cet argent, n'ayant pas... Oui, mais les Mauritaniens, vous parlez de crise, en fait, alors que ce n'est pas tout à fait la réalité selon d'autres observateurs et selon surtout ceux qui nous gouvernent. Selon qui? Selon ceux qui nous gouvernent, mais en fait, vous, qu'est-ce que vous faites au niveau du RFD pour pouvoir sortir ce pays de ce que vous qualifiez de crise grave? Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je crois que c'est une question, excusez-moi de vous le dire, un peu incongrue. Nous ne sommes pas aux affaires, nous ne sommes pas responsables de la gestion du pays, mais nous sommes une opposition qui tient à dire, à expliquer aux citoyens la situation. Oui, mais il faut proposer. Ces chiffres, je vous dis, ces chiffres sont réels. On sait que pendant 5 ou 6 ans, on a eu une manne extraordinaire et il faut que ce gouvernement, nous l'avons demandé à ce qu'il nous dise où sont passés ces milliards, c'est presque 120 milliards par an qui sont rentrés dans ce pays. Oui, qu'est-ce qu'il en a fait? Il les a mis dans d'autres secteurs, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. D'autant que la dette... Des routes, c'est un aéroport...
L'aéroport, je suis désolé, l'aéroport n'a pas été financé par cet argent. L'argent de l'État, il est en train de financer quand même des infrastructures qui sont là, dans d'autres secteurs, donc la pêche, l'agriculture, l'élevage, tout ce qui existe dans ce pays. Donnez-moi un exemple d'un investissement qui soit à la mesure de cet argent qui est rentré dans ce pays. Oui, mais c'est quoi cet argent? D'autant que la dette de ce pays est aujourd'hui à presque 100% du PIB, elle est à 95% du PIB. Et oui, une dette aussi qui ne se justifie pas par ailleurs par des investissements réels, par des investissements dans l'économie réelle, dans la création d'emplois, dans la circulation monétaire, rien. Par contre, on a des banques qui poussent comme des champignons et dont on ne sait pas pour un marché aussi exigu, nous croyons que c'est en rapport avec tout cet argent dont on ne sait pas l'origine. Donc quand vous parlez des plans sur le plan sécuritaire, en fait, vous ne pensez pas que Mohamed El Abdelaziz, par rapport à la lutte contre le terrorisme, a sécurisé ce pays en donnant plus d'importance à l'armée? Vous ne pensez pas que c'est... Laissez-moi rire un peu parce que quand vous me dites que quand on voit que les fuites dans une prison de la capitale, on est une prison qui se trouve à quelques pas de l'état-major national, qui se trouve à quelques pas de la présidence, où chaque semaine des malfaiteurs ou un terroriste s'est évadé en pleine dans la nature. Ça arrive, il y a des prisons dans des grands pays du monde, des prisons vraiment. Oui, mais quand il s'agit de grands criminels, quand il s'agit ils ont été arrêtés en Guinée par les Guinéens. Le président guinéen l'a dit à la télévision et on a voulu ici prétendre avoir réussi à arrêter. Oui, mais c'est une coopération. Non, mais c'est une coopération. Vous voulez que des Mauritaniens l'arrêtent en Guinée? On peut pas. Les Mauritaniens ne vont pas l'arrêter en Guinée. C'est des Guinéens qui vont. Non, ce que j'aurais voulu, c'est que nos prisons soient sécurisées au moins. Oui, mais notre territoire est sécurisé. Aujourd'hui, les Nouakchottois ne soient pas dans une situation de panique parce qu'ils ont des dizaines de grands criminels qui se sont évaporés dans la nature. Ça, quand on dit qu'on a assuré la sécurité, c'est vraiment... et quand on voit tous la série de viols, de vols, de situations... Excusez-moi, c'est quand même assez tiré par les cheveux. Là, ils ne sont pas préoccupés quotidiennement par notre sécurité. Là, vous êtes arrivé tout seul, vous allez partir en 2-3 heures. Ah bon, parce que nous sommes dans un pays qui est dans une capitale qui est très sûre par rapport à beaucoup de... Je suis désolé, mais vous n'êtes... Si vous allez dans les quartiers populaires de ce pays, de cette ville, vous allez constater que tous les jours, les gens se plaignent de viols, de vols à main armée, de toutes sortes de crimes, et que nous n'avons pas encore vu la situation s'améliorer, pas du tout. Donc les conditions de vie de nos citoyens, par rapport à la condition de vie des citoyens que vous attaquez souvent, qu'est-ce que vous pensez des boutiques ML? Boutique ML, je trouve que c'est... J'ai toujours assimilé cela à des béquilles pour essayer de calmer les gens qui souffrent de la faim, les gens qui souffrent de problèmes de nutrition, et ce n'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal dans un pays de moins de 4 millions d'habitants qui a des richesses importantes, aussi bien des richesses minières que des richesses renouvelables, notamment la pêche, l'élevage, et alors que toute la journée, les familles se mettent en rang pour essayer d'acheter 1 ou 2 kilos de riz à un prix réduit. Et je vous dis qu'au fond, ce sont quelques importateurs et quelques transporteurs qui bénéficient de cette subvention. Je crois que le développement ne se fait pas par l'assistanat, que s'il y a un peu d'assistanat, ça doit être pour pas pour pratiquement un tiers de la population. Ce n'est pas normal. Dans un pays riche, ce n'est pas normal. En fait, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau par rapport, depuis votre meeting de l'AFD hier? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, en fait? Pourquoi ce meeting? Pourquoi ce timing? Écoutez, le meeting d'abord, c'est un meeting de démarrage de notre implantation.
qui doit se faire et nous devons renouveler nos instances. Ensuite, c'est une reprise de contact après une longue durée sans avoir fait aucune activité politique qui nous singularise. Et nous avons décidé de la faire sur demande aussi des militants. Quand vous dites qui nous singularise, ça veut dire que avant c'est des meetings avec les FNDU. Nous avons été accaparés, j'ai accaparé beaucoup pour... Parce que certains croient que vous êtes en train de faire non, le fait d'avoir une activité avec le FNDU n'exclut pas, ne doit pas exclure que les partis puissent avoir leur activité singulière, leur activité spécifique. Là, nous l'avons faite tout seul et je crois que c'est une réussite de l'avis de tous les observateurs. Et oui, mais ça nous en félicitons et j'en profite pour féliciter tous les militants de ce parti. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait dans le langage? Vous parlez il n'y a rien de particulièrement nouveau dans le contenu des interventions que nous avons écoutées, que nous avons entendues hier, on était sur place, et il n'y a vraiment rien de particulièrement nouveau. Il y a que la situation... C'est vrai, vous avez réussi à ramener d'autres, bon, je ne sais pas, 2, 3 ou 4 000 personnes, je ne sais pas, c'est 1 200 000. 3 ou 4 000 ouais, je ne sais pas. Je dis 3 ou 4, 10 000 francs, je ne sais pas moi. Évitez de tomber dans le piège de... Non. Je ne tombe pas dans le piège, j'étais là. Parce que les images sont là et j'étais là, je ne suis pas magicien, je ne sais pas combien. Oui. Mais le fait quand même... Mais vous savez quand même que ce n'est pas 3 000 ou 4 000 personnes. Je sais que c'est des milliers de personnes. Attendez, le fait de ramener quelques milliers de personnes, les rassembler dans une capitale où il y a 1 200 000 ou 300 000 personnes, c'est pas sorcier, c'est quand même pas grand-chose. De l'avis de tous les observateurs, ce meeting est l'un des plus grands meetings qui a été organisé depuis ces dernières années. Il s'agit d'un parti qui est un parti de masse, un parti qui rassemble beaucoup de Mauritaniens, de toutes les couches sociales, de toutes les régions de Mauritanie, de tous les niveaux d'âge, et il a bien prouvé. C'était... il a prouvé la popularité de ce parti. D'accord. Là, au niveau du contenu, au niveau du message, en fait. Le message est que... Quand le président de RFT, Ahmed Dada, on doit s'abstenir de conduire nos véhicules ou d'emprunter les transports publics en commun entre telle et telle heure, rien de nouveau. Mais c'est très important. Au contraire, je ne suis pas de votre avis. Les actes symboliques sont une arme redoutable en politique. Ouais. Et si on dit que le gasoil, parlons-en. Le gasoil, c'est une aberration. Mais prendre le transport public en commun, ça veut dire qu'il y a le transport public. Hein. C'est quand même, vous êtes en train de reconnaître... Vous voulez que le transport public s'arrête? Ah bah, parce que vous le dites ailleurs, vous dites qu'il y a pas de transport public. Nous n'avons pas dit aux gens de prendre le transport en commun. Non, nous avons dit qu'il fallait symboliquement s'arrêter. Le président a dit qu'il fallait s'arrêter pendant 1 heure de temps d'utiliser le gasoil pour signifier le mécontentement des populations, pour être pratiquement racketté, je suis désolé de dire ce terme, par un État qui a dilapidé l'argent public et qui veut rétablir son déficit, qui veut combler le déficit en rackettant, en imposant les populations. Mais il y a eu plusieurs... Ils sont en train de les punir de leur propre mauvaise gestion. Mais pour vous, la réponse des ministres des Finances, des ministres qui ont parlé de ce problème, ça ne vous a pas convaincu? C'est le comble du ridicule quand un ministre des Finances, un ministre de la Communication dit à des populations que le gasoil n'intéresse que les riches, n'intéresse que ceux qui ont des voitures. Ça confère à la sottise. Le ministre des Finances n'a pas dit que le gasoil n'intéresse que les riches. Il a dit que l'argent a été mis ailleurs, pour les pauvres, dans des boutiques AMEL, dans le transport des denrées alimentaires. Il ne faut pas caricaturiser les choses et dire voilà, ça n'intéresse que les riches. Non, ce n'est pas vraiment ce qu'il a dit. Ça peut ne pas vous convaincre. Même le chef de l'État l'a dit. Oui. Ou Abdelaziz a dit que ce sont quelques personnes qui se promènent dans des voitures et qui
Ce sont ces personnes-là qui trouvent leur intérêt touché parce que les voitures, parce qu'ils doivent acheter du gasoil. C'est ridicule, c'est le comble du ridicule. Donc, en fait, le président de la République a parlé comme ça, et le président de la RFD, pour montrer son mécontentement, il dit on n'achète pas de gasoil, on ne prend pas nos voitures en tel et tel. Bon, écoutez, ça c'est une réponse. Véritablement, je crois que c'est pour signifier, c'est une façon de signifier l'aberration de ces prix qui pénalisent le citoyen mauritanien. Et c'est tout. Et je voudrais qu'on passe à des sujets. Non, mais vous êtes libre. Bon, j'ai dit. Là, on parle de contenu du meeting parce que c'était les sujets. En fait, quand Ouldada demande au président mauritanien Mohamed Abdelaziz de se retirer, de démissionner, alors qu'il est encore temps, lui promettant même que le peuple mauritanien n'entamera pas un procès contre lui, vous trouvez ça logique? Demander à un président de démissionner, c'est tout à fait logique quand il a échoué. Un président qui a été élu, je crois qu'un président qui est en train de mener son pays à la catastrophe doit s'arrêter et doit se retirer. Nous le disons haut et fort, et qu'il l'écoute ou qu'il ne l'écoute pas, c'est son problème. Mais en tout cas, il nous semble que l'intérêt des Mauritaniens est que Ould Abdelaziz quitte le pouvoir aujourd'hui. Mais là, on parle politique politicienne. Quant au fait qu'il soit l'impunité, je crois que le président Ahmed a dit cette phrase. Évidemment, il l'a bien dite, mais je crois que c'est le peuple mauritanien qui décidera de cette question. Mais si le président Ahmed Dada dit on n'entamera pas un procès contre vous, Ahmed Dada représente une bonne partie de ce peuple. Oui, d'accord, mais on n'entamera pas un procès contre vous si vous démissionnez, monsieur le président. Mais quand vous parlez au nom de qui? Au nom des masses de Mauritaniens et que le peuple mauritanien veut envoyer Aziz en procès. Enfin, admettons. Ould Dada va dire non? C'est quoi ça? Non, Ould Dada, je suis désolé, Ould Dada est un démocrate. Oui. Et il l'a prouvé. Il a lutté démocratiquement plus de 20 ans pour l'intérêt de ce pays, et il se pliera à toutes les décisions du peuple mauritanien. Oui, mais il a son point de vue, il a son avis. Oui, il a son avis, mais pas à la place des Mauritaniens. Non, il n'a jamais dit que c'était à la place des Mauritaniens. Justement, donc de ce côté-là, il y a beaucoup de personnes qui... je ne peux pas dire beaucoup de personnes, mais j'entends souvent une phrase qui revient souvent, vous, les gens des RFD, quand on critique votre leader politique, qui est Ahmed Ould Dada, vous criez au complot. Vous n'entendez pas souvent ça? Non, pas du tout. Vous criez souvent au complot quand je sais qu'Ahmed Ould Dada a été victime de beaucoup de la part des régimes qui se sont succédés dans ce pays. Et comme beaucoup d'autres hommes politiques. C'est normal. Non, pas comme non, beaucoup plus, parce que il a fait quand même, il a un cursus qui est connu. Ce monsieur a fait la prison. Ce monsieur a été mobilisé. Ce monsieur a fait l'objet de toutes les... oui, mais on en est pas mal, parce que non, vous nous dites qu'il lui est particulier. Beaucoup d'hommes politiques ont fait... Oui, mais je crois que ce n'est pas... Je crois qu'on ne va pas répondre à cette question. Oui. Parce que souvent, vous criez en fait au complot. On dit que vous criez au complot quand on attaque votre président. Est-ce que c'est une bonne technique de communication? Vous pensez que c'est... Il y a le complot qui se fait, mais il y a aussi les critiques que nous acceptons. S'il y a une critique objective, nous l'acceptons, du parti ou d'Ahmed Dada, c'est tout à fait. Mais je crois qu'on devrait plutôt ne pas nous focaliser sur le président du parti. Je crois qu'il y a les questions nationales que nous devrions aborder et qui me semblent être beaucoup plus pertinentes pour l'émission. Justement, par rapport au FNDI, quelle est la situation aujourd'hui du RFD? Le RFD n'a jamais dit qu'il quittait le FNDI. Il y a eu des divergences sur certaines positions. Et c'est à propos de l'appel du ministre chargé du dialogue, la dernière fois. Et le RFD considère que le FNDI avait décidé de ne pas se rendre à ces invitations-là tant qu'il n'y a pas une réponse à sa lettre, qui est connue du grand public. Je n'ai pas besoin, je crois, de la rappeler. Vous pouvez rappeler ce que vous voulez. Oui, cette lettre... Nous, on sait, le grand public aussi sait que le pouvoir a toujours été, depuis toujours d'ailleurs,
Oui. Attendez que je finisse. Je voulais simplement vous dire que nous avons considéré qu'il n'était pas conforme à nos décisions ensemble d'aller à cette invitation-là. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus plusieurs fois à des appels au dialogue qui se sont avérés des appels juste pour l'opinion, qui ne sont pas de vrais appels. Nous avons participé à l'accord de Dakar qui a été jeté par-dessus la fenêtre, qui a été considéré comme un papier qui n'est pas important. Nous avons tenu des réunions, plusieurs réunions pour essayer d'avoir un dialogue. Maintenant, ce rocher décisif qui considère qu'il faut aller, revenir, nous ne sommes plus prêts à le faire. Et même si les FND décident d'aller tout seul, il ira tout seul, quoi. Sans vous. Évidemment, s'il outrepasse les conditions sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord, il ira sans nous. Parce que nous considérons que les préalables de confiance et pour les protagonistes dans un dialogue doivent être exécutés par ceux qui ont le pouvoir. Nous ne pouvons pas continuer à créer un espoir chez les Mauritaniens et leur faire miroiter Donc vous êtes en fait disponible au dialogue, mais pas un dialogue... Nous avons toujours été disponibles pour le dialogue, mais nous ne sommes pas disponibles pour... Mais le pouvoir aussi, le pouvoir aussi est disponible pour le dialogue. Pas du tout. C'est exactement ce que dit le pouvoir. Nous sommes toujours disponibles pour le dialogue. Et d'ailleurs, il a répété plusieurs fois. Il l'a répété, mais ce n'est pas... toujours... Non, ce n'est pas un dialogue. Parce que nous nous sommes assis avec ces gens à 3 reprises, et chaque fois c'était tout simplement un refus catégorique de prendre le moindre engagement, un refus catégorique d'écrire la moindre ou de signer le moindre acte, et c'était tout simplement pour la consommation locale et pour la consommation internationale et pour faire figure, comme dans toutes les choses d'ailleurs qu'il fait, c'est pour faire figure de démocrate, d'ouvert, alors que ce n'est pas vrai. Donc il y a quand même des observateurs qui croient que vous êtes en train, et surtout depuis votre meeting hier et vos déclarations, que vous êtes en train en fait de reconsidérer votre position vis-à-vis des FNDI. Notre position vis-à-vis des FNDI est celle que je vous ai dite. Nous ne sommes pas prêts à aller dans un dialogue qui n'en est pas un. Aujourd'hui, tous les Mauritaniens sont unanimes toute l'opposition pratiquement est unanime pour dire que le régime ne veut pas de dialogue sérieux, ne veut pas de dialogue réel. En fait, bon, qu'est-ce qu'il y a? Et le fait de faire la navette entre le ministre chargé du dialogue et s'asseoir au palais des congrès, nous ne sommes pas prêts à faire ça. Donc, est-ce qu'il y a, à vous entendre comme ça me donne quand même envie de vous poser une question. Est-ce qu'il existe une autre alternative au dialogue? Qu'est-ce qu'on peut faire sans dialogue? Poser la question au mais pour pouvoir. Vous posez la question au pouvoir. Nous avons accepté le dialogue de Dakar dans des conditions extrêmement difficiles. Nous avons avalé des preuves. Nous avons signé. Tous les protagonistes politiques. Ils l'ont tout de suite ignoré. Ils n'ont pas accepté de respecter, ils n'ont pas respecté leurs engagements. Ensuite, à Nouakchott, nous sommes venus à 3 reprises à des tentatives de dialogue. Nous nous sommes rendus compte que c'est la consommation locale, la consommation internationale. Et c'est fait pour faire une figure. Ce n'est pas... vous pouvez quand même faire entendre vos recommandations. Tous les Mauritaniens sont prêts à entendre vos recommandations. Mais nous avons fait notre fameux document dans lequel nous avons dit notre vision du dialogue, dans lequel nous avons dit quelles sont les conditions du dialogue qui nous paraissent les plus adéquates pour avoir un véritable dialogue. Mais je crois que la situation d'ailleurs est en train d'empirer. La situation est en train de... Comment vous répondez-vous à ceux qui disent qu'il y a quand même de plus en plus des gens qui vous rejoignent par tactique et non pas par conviction? Parce que c'est des gens qui n'ont pas pu toucher ce qu'ils veulent toucher chez les présidents de la République en s'approchant de lui, et qu'il y a quand même une certaine... Ça, c'est votre lecture, je vous laisse la faire. Non, c'est pas la mienne, je dis bien la lecture de quelques observateurs. Comment vous répondez à ces gens? Vous savez, on est dans un pays où l'opposition n'est pas une mince affaire, et ceux qui décident d'aller à l'opposition, c'est qu'ils ont bien mûri leurs choses. C'est les mécontents, en fait. Dès qu'on est mécontent et que... Nous n'avons pas... Écoutez, en démocratie, on ne cherche pas... La proximité en fait avec Aziz, avec le président Aziz, ne donne plus droit à des récompenses comme avec Mouawiya ou autre.
Et que voilà, les mécontents vont chez vous par tactique. En fait. Non, je crois que c'est un peu méprisé. Non, je crois que c'est mépriser les Mauritaniens de croire qu'ils sont toujours en train de chercher à obtenir un petit morceau de matériel ou obtenir... non, les Mauritaniens aujourd'hui sont unanimes, à mon avis, pour dire que le pouvoir actuel est en train de nous mener vers l'inconnu et que la situation est extrêmement grave, aussi bien sociale que politique. Mais il y a quand même la défense de la limite. Et il y a des questions nationales dont je voudrais parler, qui sont en plan, qui sont restées... Comme quoi? Comme la question de l'esclavage et de ses séquelles, comme la question du passif humanitaire, comme la question des rapatriés, comme la question... Mais il est responsable de résoudre ces problèmes et de leur donner des débuts de solutions et de discuter avec les concernés pour trouver des solutions. Ceux qui nous gouvernent sont quand même en train de régler le problème de l'esclavage. Mais en quoi ils sont en train de le régler? Ils n'en sont pas responsables. En quoi ils sont en train de le régler? Ni vous, ni Dada, ni Messoud, ni Mouawiya, ni même Mokhtar Dada avant n'est responsable du problème de l'esclavage. Nous ne cherchons pas à situer les responsabilités de l'esclavage. Nous sommes en train de constater qu'il y a en fait il y a une pratique grave, ignoble, et qu'il y a des séquelles de cette pratique qui ont exclu une partie de cette population. Oui. Et qui l'ont stigmatisé de par sa naissance. Et ça, c'est très grave pour un pays qui veut construire une nation, qui veut avoir l'égalité des citoyens. Il faut absolument... Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez pour régler le problème? Qu'est-ce qu'il y a pour votre gouvernement, le RFD est le premier parti à avoir conçu un programme intégré de lutte contre l'esclavage et contre ses séquelles. Nous croyons que c'est un programme qui doit d'abord être discuté avec les victimes elles-mêmes et que ce programme doit avoir des aspects économiques, des aspects politiques, mais aussi des aspects médiatiques, des aspects de mobilisation des populations, des aspects où les ulama, les juges, les qadis traditionnels chercher à changer les mentalités dans ce domaine. Oui, d'accord, mais les problèmes, en fait, les dysfonctionnements existants ici et là, en fait, dans tel ou tel secteur, il faut quand même qu'on entende vos propositions pour régler ces dysfonctionnements. Mais je vous l'ai dit. Justement, donc, je vous ai dit qu'il y a... Ça reste quand même des paroles de politiciens. Vous avez par exemple le manifeste des Haratin qui a exposé de façon très pertinente les problèmes et qui a proposé des solutions. Qui sont le RFD, je vous dis qu'ils ont son propre programme. Mais je vous dis aussi que ceux qui sont concernés doivent être intimement impliqués dans les visions de l'unité nationale. Il y a beaucoup d'autres partis politiques qui ont sorti ça. Mais ça reste quand même, pour nous autres Mauritaniens, entre guillemets, c'est des paroles de politiciens, un homme politique. Bon, écoutez, si vous, nous n'avons que nos paroles et nos projets, et ce que nous écrivons et ce que nous disons. Voilà, donc c'est quoi vos réponses à notre... La question aussi du passif humanitaire, la question des rapatriés. Vous avez des rapatriés qui sont revenus dans leur pays et qui sont devenus des apatrides dans leur pays. Oui, mais le passif humanitaire, selon ceux qui nous gouvernent, le passif humanitaire a été réglé pour de bon. Ah bon? Vous pensez? Ben oui, c'est ce qu'ils disent en fait. Je suis désolé, il n'a pas été réglé, il n'a pas du tout été réglé. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où ce passif humanitaire? Cette question aussi doit faire l'objet d'enquêtes sérieuses. On doit savoir qui a fait quoi et contre qui, et essayer de cicatriser les blessures et les crimes très graves qui ont été... C'est ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, si vous êtes au courant, dites-moi qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Je n'ai pas vu quelque chose dans ce sens. Il y a eu un retour de réfugiés, il y a eu... Je vous dis que les rapatriés, ils ont été ramenés dans leur pays, c'est vrai. Mais ils ont été ramenés dans des centres. Je vais vous donner quand même des informations. Il y a une volonté politique quand même. Ils sont dans des centres, dans le Brakna essentiellement. Le centre, ils sont à Dar Salam et dans un autre centre qui s'appelle Handalay. Ils sont à côté d'Aleg et de Bogué. Et ces gens-là vivent dans une situation extrêmement grave. D'abord, l'état civil. Ils sont encore
pour la plupart sans état civil. Oui. Il y a une commission, excusez-moi, il y a une commission qui a fait une certaine enquête. Ils ont fait un document qui est dans les tiroirs du ministère de l'Intérieur, je ne sais où. Et ils ont des problèmes d'eau, ils ont des problèmes de santé. Leurs enfants n'ont pas de. Beaucoup d'autres Mauritaniens sont dans un pays pauvre. Oui, mais c'est encore. Mais non, mais c'est les limites de la critique inadmissible quand même. Parce que là, quand il faut parler d'une passif humanitaire, ceux-mêmes, les rapatriés eux-mêmes qui ont été expulsés en 1989, ils ont dit qu'ils ont réglé ce problème avec le président de la République. Le problème n'a pas été réglé parce que je vous dis que les endroits où ils se trouvent, oui, ils sont dans une situation extrêmement grave. Ils n'ont pas accès à leurs champs, ils n'ont pas accès aux villages, à leurs villages d'origine. Ils sont dans des cas. Et là, ils sont dans une situation extrêmement difficile. Et il appartient au gouvernement, il appartient à l'État de prendre ses responsabilités et de résoudre ces questions. Écoutez, oui. On est en train de morceler ce pays, on est en train de le morceler. C'est extrêmement grave. Si on a les Négro-Africains à part, les Mauritaniens, les Haratines qui souffrent, qui continuent à ne pas être entendus, quand on a aussi toutes les Ma'alimines qui sont aussi une frange de cette société et qui est stigmatisée pour sa naissance et qui a des problèmes de reconnaissance en tant que citoyen. Le pouvoir essaie de régler ces problèmes. Il est en train de régler ces problèmes. Si vous êtes au courant des actes qu'il a fait, en tout cas, nous suivons de très près ces questions. Nous aussi. Malheureusement, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression parce que apparemment vous n'êtes pas au courant des souffrances. Non, mais il y a des déclarations publiques, des choses qui sont prêtes à critique, ça c'est sûr, pouvant prêter à critique bien sûr, mais ce n'est pas aussi noir que vous êtes en train de brosser ce tableau. Non, vous devriez à l'Ouattania aller faire un tour du côté. C'est ce qu'on fait. Du côté. On fait un tour d'Andalaï et voir la situation de ces populations. Je crois que vous devriez. On est aussi ce qu'on est en train de faire. En tout cas, la Mauritanie aujourd'hui. Aussi explosable que vous pensez, vous. En tout cas, la Mauritanie aujourd'hui est dans une situation, et j'aimerais le dire aux téléspectateurs, dans une situation extrêmement grave. Au plan économique, le chômage des jeunes est extrêmement a atteint son apogée. On parle de 32% de chômage des jeunes hommes. On a pris malheureusement beaucoup de temps, il nous reste 2-3 minutes. Si vous avez, je vous laisse résumer ce que vous voulez dire aux téléspectateurs. Oui, donc en 2 minutes, je vous... Bon, apparemment je suis pénalisé parce que l'autre partie n'est pas venu, mais merci quand même j'aimerais en tout cas dire aux Mauritaniens que RFD est là pour dénoncer cette situation actuelle qui a atteint un niveau inacceptable. Un niveau de misère des populations, un niveau de cherté des prix, un niveau de division sociale à tous les niveaux, un niveau d'insécurité, et qu'il est important qu'ils rejoignent ce parti pour essayer d'opérer un changement réel dans ce pays, qui est un pays quand même qui aurait pu être un pays où les gens vivent très heureux, parce qu'il en a la possibilité matérielle, il a un peuple intelligent et entrepreneur. Mais on a appauvri les riches, on a appauvri les pauvres. La classe moyenne n'existe plus. Aujourd'hui, un fonctionnaire de haut niveau aujourd'hui ne peut plus joindre les deux bouts à la fin du mois sans dette. Ça, c'est extrêmement grave. Voilà, donc écoutez, ce sera le mot de la fin. J'aurais préféré qu'il y ait quelqu'un pour vous contredire. Vous l'avez suffisamment fait, je vous... je crois pas. Donc écoute, merci chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé sur cette émission Plein Feu, et particulièrement à M. Ali Cheikh Dieng au son, à Bertin Kemden et à Mademoiselle Wahba Ibrahim qui a produit et coordonné cette émission, et à votre très grand réalisateur Racine Ouane. Donc très bonne fin de soirée, et quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine.
très bonne suite de programme sur votre chaîne de télévision Al-Wataniya. Restez sur Al-Wataniya et à la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Merci et au revoir.